Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans 24 heures en Alsace, chaque soir de la semaine, une heure d'actualité alsacienne. En direct, on va parler de préservation des espèces aujourd'hui du côté de la montagne des singes. Vous connaissez certainement évidemment le parc et puis les magots qui l'abritent. Cette semaine est dédiée à la conservation de cette espèce menacée dans son milieu naturel en Afrique du Nord. On parlera également sport, évidemment, comme chaque lundi avec Marine Zis, du football, ça va pas très bien du côté du Racing, un derby en National 2 entre Haguenau et Schiltigheim. On parlera surtout basket avec Gris, première victoire à domicile cette saison pour les Verts. Et leur coach Ludovic Pouillard sera avec nous, tout comme deux joueuses de l'ATH Larenheim Truchtersheim Handball, la meilleure équipe de handball alsacienne chez les féminines. On parlera également de waterpolo et de plein d'autres actus. Et puis on parlera cuisine évidemment, mais ce sera avec Nicolas Riffel tout à l'heure en fin d'émission pour le meilleur des fourneaux alsaciens du côté de Saint-Hippolyte cette semaine. Tout ça est au menu de ces 60 prochaines minutes. Mais on commence bien sûr, comme chaque soir, par les infos. Le JT est présenté par Anna Britz. Bonsoir à tous et dans l'actualité ce soir, il sillonne les communes haut-rhinoises depuis 30 ans et se déploie peu à peu dans le Bas-Rhin. Ce sont les gardes champêtres des Brigades Vertes. Nous les avons suivis dans leur quotidien entre Altenach et Kinsheim. Nous prendrons aussi la direction de Sélestat pour nous intéresser à une tendance de consommation qui monte, le vrac. Enfin, vous pourrez peut-être profiter des vacances de la Toussaint pour tester le lancer de hache. Après Strasbourg, une salle spécialisée a ouvert à Haguenau. Mais pour commencer, malgré quelques perturbations aujourd'hui, la circulation des trains revient progressivement à la normale sur le réseau alsacien. De nombreux TGV, Ouigo et TER ont en effet été supprimés ces derniers jours suite au droit de retrait exercé par les agents de la SNCF. Après un accident survenu la semaine dernière, si la direction de la SNCF a annoncé le remboursement de tous les billets de train annulés, il ne faudra cependant pas traîner pour remplir votre demande. Pour les billets de samedi, vous avez jusqu'à mercredi 23 octobre après-demain, donc pour ce dimanche, c'est jusqu'à jeudi. Et la demande de remboursement peut se faire en gare ou en boutique SNCF, sinon via le site internet de la compagnie ou par téléphone. La 8e édition du Forum mondial de la démocratie qui ouvrira la semaine prochaine à Strasbourg. Le thème de cette année, information, la démocratie en péril. De nombreuses personnalités sont attendues pour des tables rondes et des débats qui se dérouleront entre le Conseil de l'Europe, l'Aubette, la librairie Kléber ou le Conseil régional. Et parmi les temps forts, la venue le 2 novembre de la rédaction de Charlie Hebdo. C'est la première fois qu'ils se retrouveront ensemble pour une intervention publique depuis l'attentat de janvier 2015. Ils discuteront des notions de journal d'opinion, de censure et de menace. Plus d'explications tout de suite avec la directrice de la gouvernance démocratique du Conseil de l'Europe. Toute société a besoin d'informations, c'est le carburant de la démocratie et aussi de la vie, et elle a besoin que ces informations soient fiables. Autrement, imaginez un système de santé, un système de prévention qui serait basé que sur de la désinformation ou la météorologie. Notre Convention des droits de l'homme protège à l'article 10 la liberté d'information. Donc pour nous, c'est une question vitale et nous avons déjà beaucoup à faire avec nos propres États membres qui parfois s'écartent du respect de cette convention sur ces points-là. Mais nous avons la chance d'avoir des mécanismes de sanctions. Je pense que dans les dernières années, on voit qu'il y a déjà une contre-attaque, c'est-à-dire qu'il y a des antidotes qui se créent chez les receveurs d'informations. Je crois qu'il est faux de dire que, par exemple, les jeunes sont plus perméables. Les jeunes sont aussi ceux qui connaissent des technologies, la manière de tester les informations fausses et à travers la technologie, pareillement, peuvent utiliser des techniques pour détecter mieux. Des propos recueillis par Camille Roland. Vous les croisez peut-être au détour d'une promenade. Les agents de la Brigade Verte, aussi connus comme gardes champêtres, sillonnent la région pour surveiller les forêts, la voirie, veiller au respect des cultures et de la législation liée à la chasse ou à l'environnement. Bref, faire respecter la loi. C'est une des spécificités du droit local d'Alsace-Moselle et ils sont placés sous l'autorité du maire de chaque commune. À l'occasion des 30 ans de cette brigade, Cécile Motz a accompagné ses agents de police rurale dans leur quotidien. On voulait vous demander, vous êtes souvent dérangé par la circulation de motos sur la piste cyclable? Non, ça va. Ça va, c'est tranquille, oui. Tranquille. Ok. Voilà, on voulait juste savoir si vous n'étiez pas dérangé. Donc. Pas de soucis. Bon après-midi à vous, madame. Au revoir. Bonne journée. Au revoir, madame. Sur le dos de Kinshasa et Québec, c'est l'heure de la ronde.
Denis et Lionel visitent chaque jour entre 6 et 7 communes. Leur but, lutter contre les dépôts sauvages de déchets, veiller à l'application des règles de circulation, des politiques de pêche ou de chasse. En tout, ces gardes champêtres de la Brigade Verte ont 140 missions, de quoi vivre un quotidien à chaque fois différent. La journée à cheval, ça va vraiment être la journée où on va passer dans des endroits qui sont inaccessibles en véhicule à moteur, des petits sentiers, et surtout dans des endroits aussi où c'est interdit aux véhicules à moteur. Pour l'image de la Brigade Verte, d'aller à cheval, et au niveau environnement, c'est beaucoup plus logique d'aller faire un itinéraire cyclable à cheval qu'en moto ou en voiture, quoi. À cette période de l'année, on a un peu plus le temps de faire la surveillance générale parce que les interventions, ça se calme. Ici, en zone rurale, on va privilégier le dialogue, la prévention. Voilà 20 ans que Lionel exerce ce métier de contact et de dialogue. Parmi les 60 agents de la brigade en Alsace, une quinzaine sont cavaliers, mais ils peuvent également effectuer leur garde à moto, en voiture ou à vélo. On va regarder là juste voir ici. D'habitude il y a des pêcheurs des fois qui se mettent là-bas en dessous. D'accord. Et ça arrive des fois qu'il y a des dégradations qui sont commises aussi. On va aller jeter un coup d'œil là. Un peu plus au nord, Kevin fête, lui, ses 10 ans de service du côté de Hirtsfelden. Dans l'exercice de ses fonctions, il peut être aussi amené à verbaliser. Comme ses collègues, il travaille ainsi en étroite collaboration avec les forces de l'ordre. Dans le secteur d'Hirtsfelden, on a un milieu très agricole. Donc on a essentiellement un rôle de surveillance générale et d'épauler les élus au sein de nos communes de la circonscription pour des missions de police au quotidien, quoi. On a un rôle comme nos collègues de la police municipale, mais sauf avec le volet environnemental qui est plus étoffé encore derrière. Donc on peut très bien verbaliser des gens sur le code de la route comme le code de l'environnement. Créée en 1989, la Brigade Verte est aujourd'hui présente dans 328 communes, essentiellement dans le Haut-Rhin. Seules 2 communes barinoises accueillent des agents, dont Kinsheim, depuis 3 ans. La Brigade Verte nous aide à tout point de vue contre les dépôts sauvages. Notre territoire est très grand. Nous avons 1878 hectares. Nous avons la plaine. Ensuite, on s'approche du Piémont. Et on a donc le site urbain, au-dessus le vignoble et au-dessus la forêt. Donc nous avons absolument besoin, pour respecter la qualité environnement, qualité de la nature, qualité de vie, nous avons absolument besoin, d'anges verts. Cette année, la brigade fête son anniversaire. Voilà 30 ans qu'elle existe en Alsace. Et pour son président, elle a encore de belles années devant elle. L'avenir de la Brigade Verte, moi je le vois d'une manière toute simple. À l'heure actuelle, on parle de la collectivité européenne d'Alsace qu'on pourrait éventuellement petit à petit s'étendre vers le nord. On a des contacts avec la vallée de Villers, on a des contacts avec la communauté de communes de Markolsheim. Et pourquoi pas s'étendre éventuellement, pourquoi pas jusqu'au nord du Bas-Rhin. Mais bon, faut pas non plus vouloir brûler les étapes, il faut y aller doucement. L'an dernier, les gardes champêtres de la Brigade Verte ont réalisé 11 345 interventions en Alsace. C'est la tendance du moment en matière de commerce. Le vrac séduit de plus en plus de consommateurs. Avantage, fini les déchets d'emballage et le gaspillage alimentaire. Il faut juste penser à aller faire ses courses avec ses bocaux ou ses sacs. Alors que les épiceries spécialisées ouvrent un peu partout en Alsace, Camille Roland s'est intéressée à une des dernières nées dans un camion itinérant direction Sélestat. Tous les samedis matins, c'est la même routine pour Virginie. À l'heure où le soleil se lève, elle installe son épicerie itinérante sur la petite place de l'Arsenal à Sélestat. Depuis 2 ans et demi, cette ancienne comptable sillonne les routes du centre Alsace à bord de sa camionnette pour vendre des produits locaux, bio et 100% vrac. Ici, pas de sac en plastique, les clients viennent munis d'un bocal en verre ou d'un sac. Les torsades ? Ouais, d'accord. Là, on avait combien ? On avait 850 grammes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'a pas besoin d'acheter 1 kilo, mais il va quand même pouvoir nourrir sa famille avec la quantité dont il a besoin. Donc en fait, on réduit les quantités pour créer son repas. Et comme on peut revenir régulièrement recharger, c'est plus économique. 2,85. Je te le ferme parce que sinon tu vas le perdre. En 2008, Virginie a tout plaqué et quitté sa vie de bureau pour réaliser son rêve de jouer à la marchande. C'est avec la naissance de son fils qu'elle a pris conscience de l'importance d'une consommation responsable.
J'ai eu le... Dans son petit camion, elle référence plus de 200 produits d'épicerie qu'elle complète régulièrement avec des objets comme les gourdes ou les serviettes hygiéniques lavables. Et pour l'approvisionnement, c'est directement auprès des producteurs que cela se passe, favorisant ainsi les circuits courts et l'agriculture biologique. À l'intérieur du camion, on va trouver toute l'épicerie sèche, donc toutes les gammes riz, pâtes, farine, sucre, fruits secs. Et en fait, le consommateur, lui, il a juste à reprendre connaissance de ces produits et les cuisiner. Moi, j'ai souhaité que la valeur nutritionnelle des produits soit vraiment un plus. Pourquoi on vient dans le camion? C'est parce qu'on connaît la qualité du produit et on connaît son histoire. Les aliments sont stockés dans des bacs ou silos transparents pour être vendus au poids. Ici, les tarifs varient en fonction du prix du producteur, moins le coût de l'emballage, allant de 2,30 € le kilo de farine à 23 € le kilo d'amandes. Et les habitués sont de plus en plus nombreux à y faire leurs emplettes. L'anticorail. L'anticorail. On voit de plus en plus en ce moment les mers de plastique et tout ça, donc c'est pour limiter tout ça. Quand je vais au supermarché et que je vois les suremballages et tout qui finit à la poubelle, c'est aussi du coup moins cher puisqu'on ne paye pas l'emballage. Et puis c'est quand même plus sympathique pour le contact humain, toutes les semaines la visite à Virginie. On essaye de réduire nos déchets et on a découvert cette petite camionnette il n'y a pas si longtemps que ça au marché. Et, c'est elle qui nous a donné envie de poursuivre, nous a donné plein de conseils et du coup on s'est lancé dans la démarche. Depuis l'année dernière, on peut aussi passer sa commande en ligne avant de venir la récupérer au camion. Virginie compte bien continuer sa route pour promouvoir le vrac dans les villages alsaciens. C'est une taverne d'un genre un peu particulier qui vient d'ouvrir à Haguenau. Vous pouvez y découvrir le lancer de hache, créé par 2 anciens militaires d'Oberhofen. Le lieu attire déjà de nombreux curieux dans une ambiance très nordique. Fanny Kunz est allée tester. Vous allez tenir votre hache comme ceci. D'accord? Pour l'instant. Vous allez verrouiller votre poignet, vous allez verrouiller votre coude et vous allez travailler avec votre épaule. C'est l'un des points les plus importants. Et du coup, 100 mètres de force. Merci. Se sentir viking jusqu'au bout des doigts, c'est le pari fou que se sont lancés Cyril et Johan, 2 anciens militaires reconvertis en chefs d'entreprise. Passionnés de la période moyenâgeuse et du lancer de hache, ils ouvrent au Corbeau d'Odin, à Haguenau, une taverne inspirée de l'univers médiéval. Ici, 55 minutes de défoulement total après une dure journée est garantie. C'est un sport qui vient du Canada à la base. Et franchement, le but, c'est se défouler et oublier un petit peu les tracas de la vie quotidienne. Forcément, il y a des gens qui ont un peu d'appréhension au début, qui ont un peu peur de se dire « mince, je vais pas y arriver ». Par contre, une fois que c'est bon, on les arrête plus. Depuis 2 semaines, les amateurs viennent tester le concept. Si certains se prêtent timidement au jeu, d'autres sont déjà totalement conquis. Guerrière à fond et c'est super sympa je trouve parce que c'est pas un rôle qui nous est attribué normalement et du coup de se montrer un peu plus forte, un peu plus parmi les hommes, c'est super sympa. Je connaissais pas du tout et je m'attendais pas trop à ça. Je m'attendais à une partie barre séparée de la partie lancer de hache, mais le fait que les deux soient mixés ensemble, je trouve ça plutôt sympa. Ouais. Sur internet j'avais déjà vu qu'il y a des endroits comme ça qui existaient et tout, donc non, je voulais tester, j'ai des potes qui ont déjà testé à d'autres endroits et apparemment non, c'est fun. Franchement, tu te sens un peu viking, là. T'as envie d'éclater des crânes après. Et afin de se plonger dans l'univers médiéval jusqu'au bout, les taverniers ont fait le choix de se dépouiller des matières actuelles, des nouvelles technologies et privilégient les produits locaux. Nous, on veut que tous nos produits proviennent de moins de 3 jours à cheval, donc sur un rayon de 150 km. Les contenants, donc c'est des poteries de Bechdorf. Voilà, on voulait vraiment rester dans notre univers médiéval jusqu'au bout. Les gens, quand ils vont écrire leur score, ils écrivent sur des parchemins à la plume, à l'ancienne. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur. Le stand de lancer de hache est ouvert dès l'âge de 12 ans et une piste spéciale est dédiée aux personnes à mobilité réduite. Et on finit ce journal avec l'image du jour, Olivienne. 33 mètres de haut et près de 10 tonnes, le grand sapin du 450e marché de Noël de Strasbourg a été coupé ce matin avec un luxe de précaution dans le bois de Burch près d'Aubernais.
2 grues se sont affairées pour coucher délicatement sur le camion le géant âgé de plus de 80 ans. Il fallait à tout prix éviter le fiasco de 2017 lorsqu'un premier sapin s'était brisé et un second fissuré. Dès vendredi, le sapin 2019 sera sur la place Kléber, puis sera décoré avec des rappels des jouets d'antan. Car c'est déjà Noël, ou presque. Merci beaucoup Anna pour ce JT, on vous retrouve demain. On accueille Marine Zis et Guillaume de Turckheim. On va parler de la préservation du macaque de Barbarie, les magots, du côté de la montagne des singes. Tout ça juste après la météo de Célia. Voici la météo avec Velmin Froid. Velmin Froid au minéral naturel. Bonjour à toutes et à tous, votre petit point météo de ce mardi 22 octobre et c'est un petit peu de grisaille qui nous attend dès le matin. Les nuages seront plutôt foncés au lever du soleil, on verra quand même un petit peu de soleil. Par contre les températures restent très douces en matinée. 12 degrés ce sera pour le nord de l'Alsace, 13 degrés de Strasbourg à Mulhouse en passant par Colmar, entre 12 et 13 degrés également chez nos voisins suisses et allemands. L'après-midi c'est toujours un temps sec qui nous attend avec beaucoup moins de nuages, beaucoup plus de passages d'éclaircies et des températures qui grimpent en après-midi. Comptez 17 degrés, ce sera du côté de Saverne ou encore de Wissembourg, 17 degrés également pour Sausheim ou Mulhouse, 18 degrés pour le centre Alsace. Un petit coup d'œil maintenant sur vos prévisions de mercredi. Et mercredi, il fait beau, il fait chaud, on ressort presque les maillots. Grand soleil prévu sur l'ensemble du territoire transfrontalier avec des températures qui, vous le voyez, sont très agréables. Entre 20 et 23 degrés en Alsace au meilleur de la journée, entre 20 et 22 degrés dans la région du Bade-Wurtemberg, 23 degrés également si vous êtes du côté de Bâle. Mardi, nous serons donc le 22 octobre et nous fêterons les Célines. Le soleil se lèvera à 7h58 pour se recoucher à 18h27. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon moment sur Alsace 20. Salut! C'était la météo avec Velmin Froid. Velmin Froid au minéral naturel. On parle beaucoup en ce moment des différentes espèces menacées un petit peu partout sur la planète. Différents programmes de conservation existent dans la région, mais pas toujours pour les espèces auxquelles on pourrait penser. Bonsoir Guillaume de Turckheim. Bonsoir. Vous dirigez-vous la montagne des singes, le célèbre parc du côté de Kinsheim qui fête ses 50 ans. 50 ans déjà. Quand même, dédié au macaque de Barbarie qu'on appelle aussi le magot. Oui. Et on sait que c'est pas forcément l'endroit où on s'attend à préserver des espèces, mais vous participez directement à la préservation de ce singe qui est menacé dans son habitat traditionnel en Afrique du Nord, dans le massif de l'Atlas notamment. C'est quoi la réalité de cette espèce? C'est quoi plus que 8000? On estime à plus que 8000 Oui, malheureusement, effectivement. Le parc a fêté ses 50 ans cette année. Et au début, on ne connaissait pas énormément de choses sur cette espèce. Et les premiers comptages ont été faits fin des années 70, où on estimait à peu près à 23 000 les populations sauvages au Maroc et en Algérie. Actuellement, on estime à moins de 8 000, ce qui fait que en 50 ans ou 40 ans, la population a diminué de plus de la moitié et progressivement a été protégée par... elle a été classée en danger par l'UICN en 2008 et depuis 2016, elle est classée en annexe 1 de la CITES, c'est-à-dire elle est de plus en plus protégée par la loi parce qu'on se rend compte que malheureusement, il y en a de moins en moins et il faut protéger essentiellement son habitat. Donc à l'origine, en fait, vous, le parc, il n'était pas du tout destiné à faire de la préservation, de la conservation comme ça. Non, le concept d'origine... Sa vocation, du coup, évolue, quoi. Voilà, tout à fait. En fait, le concept d'origine, c'était déjà de présenter une espèce sauvage dans des conditions idéales pour pouvoir observer tout le panel de comportements qu'on peut voir aussi dans leur milieu naturel. Et progressivement, on a appris à mieux la connaître. Depuis l'existence des parcs aussi, beaucoup de recherches ont été effectuées sur le comportement animalier. Et plus de la moitié de ce qu'on connaît sur cette espèce provient d'études qui ont été effectuées dans nos parcs. Car les animaux vivent en liberté dans une belle forêt de 24 hectares. Et donc, tous les comportements qu'on peut voir sont très proches de ce qu'on pourrait voir dans leur milieu sauvage. Alors concrètement, comment est-ce que ça se passe? C'est des magots du parc que vous relâchez après dans la nature? C'est quelque chose qui a été fait dans les années 80. Actuellement, la priorité, c'est surtout la préservation des habitats sauvages, c'est-à-dire les belles forêts au Maroc et en Algérie, qui malheureusement s'appauvrissent et régressent. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est de sensibiliser les locaux et puis les visiteurs aussi à la lutte, au braconnage qui est fait, où les bébés magots sont enlevés dans leur forêt du Maroc et revendus comme animal de compagnie. Donc il y a plusieurs axes
pour contribuer à la conservation de l'espèce. Et le rôle de nos guides dans le parc d'informer sur la biologie de l'animal, sur quelles sont les menaces dans le milieu sauvage, sont ultra importants pour justement contribuer à la préservation de cette espèce-là. Alors on est lundi, vous lancez du coup toute la semaine une opération, semaine de conservation de cette espèce avec donc les visiteurs, donc il y a une partie du prix du billet, 1 € qui est reversé à des projets effectivement en Afrique du Nord. Oui, tout à fait. Mais en plus, vous associez directement les visiteurs, c'est quoi? C'est pour les impliquer davantage, ils peuvent choisir quel programme ils vont soutenir. Oui, alors effectivement, du 21 au 25 octobre, on a ce qu'on appelle la semaine de la conservation, où on sensibilise nos visiteurs sur 2 projets de conservation. On leur donne une petite info sous la forme d'un prospectus. 2 projets dans le nord du Maroc, par une même association qui s'appelle BIMAC, Barbary Macaque Awareness and Conservation, qui travaille en partenariat avec le Haut Commissariat aux eaux et forêts, qui est l'équivalent du ministère de l'Environnement marocain. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'à l'entrée, les visiteurs reçoivent un jeton. Ce jeton représente 1 €. Et avec ces 2 projets-là, à la fin de la visite, on a une urne où les visiteurs peuvent glisser le jeton dans l'urne du projet de leur choix. Ce qui fait que ce qu'on a remarqué, c'est que la sensibilisation est très forte parce qu'on présente les 2 projets, on sait où va 7 €. C'est pas juste on encaisse et on reverse, c'est du coup, ouais. Ce qui est vraiment intéressant, c'est quand par exemple vous avez un groupe ou une famille avec des enfants, les parents vont demander à leurs enfants, alors quel projet tu veux soutenir? Est-ce que c'est ce projet dans les parcs nationaux avec de l'information dans les aires de pique-nique? Ou est-ce que tu veux soutenir cette éducatrice nature qui va dans les écoles dans le nord du Maroc et sensibiliser les enfants sur cette espèce et comment préserver son habitat et les belles forêts autour de chez eux. C'est quelque chose sur lequel vous mettez l'accent dans le parc aussi. Alors là, les projets sont au Maroc, mais vous sentez le public aussi peut-être plus sensibilisé à ces questions de préservation, ou on est encore loin du compte? Non, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que d'année en année, les visiteurs déjà adorent pouvoir observer nos singes dans ce beau cadre, mais sont aussi très sensibles à la préservation et ils sont très touchés le fait d'apprendre que c'est une espèce qui est en danger et ils veulent en savoir un peu plus. Et c'est le rôle de nos guides de pouvoir les informer le long de leur visite, le long du circuit, mais aussi pendant les animations nourrissage qu'on fait toutes les 3 quarts d'heure. Il y a vraiment une demande de plus en plus forte de nos visiteurs et le fait pendant ces semaines de les sensibiliser sur 2 projets, plus précisément, on sait de quoi on parle, on sait où va l'argent et on a le choix, on peut choisir aussi quel projet on veut soutenir. Donc ça marque vraiment, vous sortez du parc et vous savez ce que vous avez fait. Allez, votre don, votre argent. Juste pour finir très vite, parce qu'il y a une autre opération, on peut en dire un mot rapidement, il y a une expo-vente, pareil, dont les bénéfices Expo-vente, iront à ces projets. Tout à fait, Expo-vente qui aura lieu le 26 et le 27 à la galerie 66, située au 66 Grand Rue à Bar. On a 70 œuvres qui vont être présentées de 30 artistes différents. Donc des œuvres sur le thème des primates, et l'argent récolté, ces œuvres sont en vente, l'argent récolté, les bénéfices récoltés iront justement pour la cause de cette espèce, la préservation de cette espèce et à différents projets de conservation. Donc c'est les vacances scolaires, vous pouvez faire une visite et une sortie sympa et une bonne action. En plus, ils annoncent un beau temps pour cette semaine, donc profitez pour faire une belle visite et en même temps ajouter votre pierre à l'édifice dans la conservation de cette espèce. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu nous présenter tout ça ce soir. Ça se passe donc toute la semaine à la Montagne des Singes et donc ce week-end 26-27 du côté de Bar à la galerie pour l'expo. Galerie 66. Oui. Merci beaucoup à vous d'être venu, Marine. Vous restez ici. On va parler sport dans un instant avec un gros programme qui nous attend. C'est juste après cette courte page de pub. À tout de suite. Et le lundi soir, on parle sport, et c'est bien sûr avec Marine Zis. Bienvenue dans Top Sport. Au sommaire ce soir, waterpolo, nous vous emmenons à la piscine de la Kibitsono pour un retour sur le match du team Strasbourg. Et puis un derby en foot entre le Sporting Club de Schiltigheim et le FR Haguenau. Et des invités beaucoup ce soir puisque le plateau est très, très au complet avec tout d'abord l'entraîneur du BC Gris Oberhofen. Bonsoir Ludovic Pouillard. Bonsoir. Et on va parler handball avec Dalila Abdeslam et Awa Diop. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Joueuse, capitaine et joueuse de l'ATH, la Rheinland Truchtersheim Handball, la meilleure équipe de handball alsacien, qui a pris une grosse claque ce week-end, une lourde défaite à domicile face au Havre. Merci d'être venu quand même, ça pique encore un petit peu, une défaite de 13 à domicile, c'est digéré ou ça pique encore un petit peu les joues ce matin? Vous nous auriez invité hier, on ne serait pas venus. Mais vous êtes sympa, donc vous êtes venu quand même. Voilà.
Ludovic Pouillard, vous avez plus ce sourire, les joueurs n'ont pas tiré la tronche ce week-end. Non, ça a été là, ce week-end ça va, ça a été. Et puis c'est le début de saison, je ne sais pas si pour le Elles sont un peu plus avancées. Nous c'est la deuxième, donc... Allez, on va commencer avec du football. Je vous emmène rapidement du côté de Marseille où ça s'est pas très bien, pas du tout très bien, très mal passé. Du côté du Racing qui encaisse un but très rapidement en début de match par Camara. Vous voyez en fait le coup franc est dévié 2 fois, une première fois par Koné. La remise de Strootman pour Camara et c'est dévié par Ludovic Ajorc alors que le Racing a une déviation d'Ajorc de l'autre côté du terrain cette fois-ci. La frappe de Thomasson mais Mandanda se détend bien et Matsels, le gardien du Racing qui va par 2 fois être sauvé par son poteau une première fois en fin de première mi-temps puis par la transversale sur cette jolie reprise de Radonjic. Mais le Racing qui concède un deuxième but en toute fin de match. Ce penalty de Strootman, ça va pas bien du côté du Racing, 20e et dernier de Ligue 1 avec 9 petits points. Alors pas très loin, les écarts sont encore faibles, mais c'est compliqué pour l'instant. La suite, et il faudra rebondir très très vite, la réception de Nice ce samedi à la Méno. Et on parlera football, on reviendra au football, Marine, dans un instant, avec le derby de N2, vous l'avez dit, entre Agno et Schiltigheim. Ce sera tout à l'heure, on continue avec du water polo. Oui, c'était la 3e journée de championnat pour le team Strasbourg. Battu à Marseille il y a 2 semaines, il recevait ce week-end le Pays d'Aix, un autre poids lourd du championnat. Ça se passait à la piscine de la Kibitzenau. Le début de match tourne plutôt en faveur des Aixois, en bonnet noir sur les images de Gilles Kuntz. Ils mènent 3-1. Les Strasbourgeois réagissent et prennent à leur tour les devants avec un but d'abord de Markovic et puis là à l'image celui de Bratic. Le team se détache à la fin du deuxième quart-temps et mène 2-3 points à la mi-temps, 9-6. Et puis on pensait les hommes d'Igor Rakunica à l'abri, mais c'était sans compter sur le retour des Provençaux qui recollent à 10-10 puis 12-12. D'habitude performante, la défense strasbourgeoise est en difficulté face à la meilleure attaque du championnat et les Alsaciens craquent en fin de match. Le Pays d'Aix prend le large et s'impose finalement 15-13. C'est une deuxième défaite en 3 matchs pour le team Strasbourg, un petit peu à la peine en ce début de saison. On écoute leur entraîneur à l'issue du match. À la fin du troisième carton, on a laissé 2-3 contre-attaques de l'équipe Aix-en-Provence. Ils sont très forts dans cette secteur de jeu et on a, en fait, ça c'est la raison pourquoi on a perdu ce soir. Le team Strasbourg qui devra réagir dès ce week-end avec la réception de Montpellier, ce sera à 20h30. Et puis on poursuit, Mathieu, avec du basket et notre invité. Mais d'abord un petit retour sur le match de ce week-end. Oui, Gris qui pour son premier match de championnat à domicile jouait donc, c'était ce vendredi soir face à Aix-Maurienne. En rouge sur ces images, un habitué aussi de la Pro B. Début de match un peu poussif des deux côtés, ça marque pas beaucoup, pas mal de déchets. Mais Gris a la bonne idée de faire la course en tête avec le bon travail ici de Samir Betcom notamment. Gris qui est devant, qui va progressivement et tranquillement asseoir son avantage. Le bon boulot à l'intérieur aussi, Kevin Dinal qui se fait grimper dessus, qui marque avec la faute, et puis surtout un gros travail en défense à l'image de cette interception de Kevin Italia notamment, qui part au lay-up, 10 points d'avance pour les Verts à la pause, et Aix n'a marqué que 28 points en première mi-temps, un peu moins de réussite à 3 points même si celui-ci rentre, 38-28 donc à la pause, et puis en deuxième mi-temps Gris qui accélère un peu, qui va creuser progressivement son avantage, la petite pénétration de Branch, le geste défensif aussi, on en montre rarement Saul Blanco qui vient nettoyer le cercle et puis qui en fin de match, notamment à hauteur de 16 points, notamment l'Espagnol, marque ici. Gris s'impose sans vraiment trembler, 80-62. Première victoire à domicile, c'est la première victoire en championnat cette saison. Il y avait un petit peu de pression, Ludovic Pouillard, sur ce premier match à domicile, parce qu'il y avait eu une défaite chez Apromu lors de la première journée. Il y avait une grosse gifle en Coupe de France 3 jours avant, avec une défaite de plus de 30 points. Il y avait un peu, c'est le tout début de saison, mais il y avait déjà un petit coup de pression sur l'effectif. Non. Zen. Ouais, non. Il faut pas oublier que j'ai 11 nouveaux joueurs cette année. 3 Espagnols, j'avais un Polonais qui se blesse juste avant le match, notre premier match de championnat. Donc il y a un Lituanien qui est arrivé entre-temps. Il est arrivé, je crois, jeudi, là, on n'avait même pas fait de 5-5 encore avec lui. Et j'ai essayé de le faire jouer 8 minutes. Donc non, pas de pression. Il faut avoir la tête au bon endroit. Il faut savoir d'où on vient et surtout où on veut aller. Voilà, on est dans nos temps de passage. En Leaders Cup, on a battu Nancy, ce qui ne nous était pas arrivé la saison dernière.
Donc voilà, maintenant le match de Coupe de France, pour moi est anecdotique. On y avait été pour dire d'y aller parce que sinon on prend une amende. Pas jouer sur tous les tableaux, quand il y a Leaders Cup, Coupe de France, championnat en début de saison, ça fait quand même beaucoup. Bah oui, c'est 2 matchs par semaine depuis maintenant début septembre. Là on est enfin dans une semaine où on a joué vendredi, on rejoue vendredi. Donc on va pouvoir enfin s'entraîner. Ça faisait un mois c'est vrai qu'on enchaîne les matchs avec les déplacements. Là, je vois par exemple cette semaine, pour préparer Aix-Maurienne, on est parti le lundi à Denain, on est rentré le mercredi, on s'est entraîné le mercredi soir, avec un nouveau joueur qui sort de l'avion, et le jeudi matin, et tu joues le vendredi soir. Et vendredi, il y a match, quoi. Et vendredi, tu joues. Donc c'est vrai que c'est pas facile, c'était une période pas évidente, et puis ils viennent tous d'univers différents. Mes joueurs espagnols n'avaient jamais mis les pieds en France, ils n'étaient jamais sortis d'Espagne. Donc c'est vrai qu'il faut, à un moment donné... que tout ça se mette en place et puis voilà. Alors il y en a beaucoup qui me disent oui, on perd en coupe. Oui, on perd en coupe comme la saison dernière. Le match de championnat, on avait perdu notre premier match de championnat aussi la saison dernière. Faut pas oublier que Saint-Quentin, oui, c'est un promu, mais c'est pas un promu comme les autres. Oui, c'est une équipe qui est habituée à cette même division. la JP C'est Elite, compliqué effectivement de repartir avec un effectif. Alors c'est fréquent en basket, mais complètement renouvelé. Vous avez un joueur qui était là l'an dernier. C'est vraiment c'est un changement qui est subi en bonne partie. Oui, subi. Et puis parce que bon résultat la saison dernière, donc forcément je suis très content pour mes joueurs. Moins pour moi. Vous dites parce que les joueurs, quand on fait une très bonne saison comme vous l'an dernier, où vous étiez promu, vous finissez 8e, vous faites les playoffs, meilleure attaque, forcément les joueurs ont des sollicitations et on peut pas les retenir. On est à 2 matchs de la finale de Pro B, on se fait sortir en demi-finale par Rouen, donc forcément les joueurs ont eu un vrai focus sur eux et il y en a 3 ou 4 qui sont en JP Elite aujourd'hui, il y en a qui ont trouvé aussi en Pro B, donc voilà, avec d'autres conditions que nous on pouvait leur proposer et leur donner. Donc et moi je l'ai toujours dit, ça fait partie du travail. C'est des joueurs, j'ai 2 joueuses à côté de moi, mais j'étais ancien joueur, on joue pas toute notre vie. Ils peuvent gagner leur vie décemment, je dirais, s'ils réussissent bien pendant 8 ans, 10 ans. Donc on n'est personne pour leur dire non, n'y va pas, reste avec moi parce que comme ça j'aurai des bons résultats. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc voilà, mais je suis très content des nouveaux, c'est des gros travailleurs. Maintenant, voilà, quand je les vois jouer comme ça, si on met encore 80 points là, ce week-end. Justement, l'attaque, ça reste l'une de votre force. Vous restez sur ce dictat-là ouais, moi c'est dans mon ADN. Je m'ennuierais. Là, on encaisse 50 points. Je me dis, c'est finalement, parce que Assier ne joue pas ce week-end, enfin mon espagnol que j'avais l'année dernière. Et j'ai même tendance à dire que c'est mon seul ancien. Donc c'est un ancien parmi 10 nouveaux. Donc il fait partie des nouveaux aussi, puisqu'il faut qu'il apprenne à connaître ses coéquipiers aussi. Donc tout ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Ça fait que 6 ou 7 semaines qu'on est ensemble. Voilà, c'est une équipe qui, j'espère, va être programmée pour monter en puissance. Et puis essayer de voir à la fin ce que ça peut donner. On va continuer de parler basket, vous restez, vous ne bougez pas, Ludovic Pouillard. Vous restez là, je vous emmène faire un petit tour du côté de Agno. On fait une pause de football avec un derby, c'était en National 2. Ça se passait au Stade de l'Ars samedi après-midi. C'est les 2 autres meilleurs clubs alsaciens sous le Racing en N2. Les images sont de Gilles Koons, ça se passait donc samedi après-midi. Il ne fallait pas arriver en retard, 9 minutes de jeu, le centre de Boukalada et Nicolas Frimer qui surgit pour marquer en 2 temps. Ça a un peu pataugé de la défense agnovienne. Agno en rouge et bleu qui est dans le dur dans ce début de saison. Depuis 9 journées maintenant, le même centre, la tête coupée au premier poteau, ça passe juste à côté et toujours les centres, toujours côté droit et cette fois en 2 temps ça va faire mouche. Boukalada s'est repoussé par le gardien et Nicolas Frimer qui surgit comme un boulet de canon pour le doubler. 2-0 juste avant la pause, la rentrée d'un ancien du Racing, notamment Raphaël Gherardi, la frappe repoussée et l'incroyable raté dans les 6 mètres de l'attaquant. La première paradée pour lui, par contre la deuxième effectivement c'est au-dessus. Gherardi, la petite passe en profondeur pour Zoélé qui a fait le raté tout à l'heure et qui cette fois gagne son duel avec Ebédé. Il n'y a pas eu de match du côté du Stade de l'Art, victoire nette et sans bavure du Sporting Club de Schiltigheim sur le score de 3-0 donc, et la joie est de retour dans le vestiaire chilicois. Ça va bien du côté de Chili, je vous propose d'écouter leur entraîneur Stéphane Crusset à l'issue de cette rencontre. On avait privilégié la vitesse pour ce match, on avait mis nos petits gabarits qui vont très vite, on savait que derrière ils avaient un petit problème de vitesse et que si on venait à être acculé par un pressing certain, on aurait joué derrière leur défense. Le fait de ne pas prendre de but depuis 4 matchs, ça met de la confiance, on voit Guillaume nous a sauvés quand même à 2-0, il fait un bel arrêt
Et on sent que tout le monde est concerné maintenant, les remplaçants comme les titulaires. On a la Coupe de France la semaine prochaine, on va faire tourner. Le groupe est concentré, concerné. J'espère que c'est de bon augure pour la suite. Et ça va mal en revanche, très mal du côté de Haguenau, à un seul point après 9 journées. Le coach tient par contre à préserver toujours ses joueurs, écoutez-le. Ils ne sont pas chez nous pour l'argent, ils sont chez nous pour le reste, le relationnel, les liens qu'on a pu créer et les valeurs qu'on essaye de mettre avec nos moyens. Ça veut dire le travail, de la présence. On aimerait des fois s'entraîner plus, on ne peut pas, parce que certains travaillent, parce que voilà, le staff c'est pareil. On va dire qu'on fait au mieux dans un monde qui pour moi est professionnel à ce niveau. Ouais, compliqué pour le FRH, donc avait été repêché en début de saison. La suite, c'est la Coupe de France ce week-end. Schiltigheim reçoit Thaon-les-Vosges samedi 17h au Stade de l'Art. Haguenau sera en déplacement du côté de Geisbolsheim. Marine, on passe au handball avec nos invités. Avec nos invités, on va revenir d'abord sur le match de ce week-end. Vous receviez le Havre pour la 7e journée de D2. Les images sont de Vincent Bessières. La TH est en noir et c'est le Havre qui est en tête en début de partie. Mais la TH devient plus agressive en défense et passe devant après 8 minutes de jeu. 5-3 et en quelques minutes elles vont subir un 4-0. Le Havre mène alors 5-7. Cet écart de 2 buts va encore se creuser pour arriver à 4 à la pause. Les Barinoises sont menées 12-16. Et puis le score ne bougera pas dans le bon sens en deuxième mi-temps. Les filles de la TH sont en difficulté en attaque mais aussi en défense. Elles cumulent 9 buts de retard à 15 minutes de la fin du match. Difficile de faire le poids face au Havre, un club VAP. Le statut signifie voie d'accession au professionnalisme. Il y en a 4 en D2. Autrement dit, le Havre fait partie des 4 équipes les plus structurées et ayant le plus gros budget du championnat. C'est une lourde défaite pour l'ATH. Score final 21-34. Alors on le disait, c'est encore un petit peu difficile à digérer. C'est quoi ? Le Havre, c'était vraiment une équipe qui était au-dessus sur le papier, mais aussi et bien sur le terrain. Sur le papier, je dirais pas qu'elles étaient au-dessus sur le papier, mais c'est vrai que samedi soir, elles ont montré un bien meilleur visage que nous. On est un peu déçus, beaucoup déçus même du visage qu'on a montré samedi soir. C'était vraiment pas nous. Et on avait vraiment à cœur de proposer un meilleur handball et un meilleur état d'esprit, surtout sur le terrain. Malheureusement, ça a été un jour sans, mais ça a été un jour sans pour toute l'équipe. Donc là, on a vraiment pris une tempête, une bonne tempête. Vous n'êtes pas habitué, Dalila, à prendre effectivement la TH. On perd des matchs, c'est l'histoire du jeu, mais c'est que prendre une défaite comme ça, à domicile en plus, c'est forcément, ça touche la fierté quasiment, ça fait mal. Ah, c'est ça, mais on n'a pas fait preuve d'orgueil pour autant. Donc voilà, après, le Havre, ça reste un gros club qui a longuement évolué en D1, qui a une coupe d'Europe à son actif. Voilà, on reste à Runheim-Trüchtersheim et je crois qu'il faut rester modeste là-dessus. Vous vous retrouvez en 6e position sur 8 équipes au classement. Justement, le coach en parle de ce bilan après 7 journées de championnat, on en discute après. On avait la possibilité de faire un bon début de saison en faisant un bon match ce soir, on ne l'a pas fait. Donc notre début de saison il est un peu laborieux et on sait que le maintien il va être difficile à aller obtenir et qui passera peut-être par les playdowns, mais il faut qu'on se prépare parce que ça va être une belle bagarre. Alors les playdowns, vous me disiez, vous voulez absolument éviter, forcément. Le championnat est dense, c'est serré. Comme dit, si on avait gagné ce week-end, on aurait pu être 3e. Malheureusement, on perd de cette manière. Donc, on se retrouve finalement 6e. 6e dit place en play-down. Voilà, parce que c'est les 4 derniers de la poule qui voilà, c'est ça, c'est les 4 derniers. Donc, les places sont chères. Est-ce que le club est peut-être simplement à sa place ? Vous étiez aussi sur une super dynamique depuis 2 ans, avec la montée en D2 il y a 2 ans, un peu comme parfois ça arrive sur votre voisin de gauche peut en parler, sur la foulée on fait une très bonne saison au niveau supérieur, puis est-ce que simplement, c'est un peu le contre-coup, c'est simplement une dynamique peut-être il y a plus de surprise maintenant, les autres équipes qui vous prenez peut-être un peu aussi parfois de haut vous ont ciblé. Oui, c'est vrai que l'année dernière, on était peut-être un petit peu moins attendus. On était sur une bonne dynamique, montée de la N1 vers la D2. On gagnait pratiquement tous nos matchs. Et puis, on avait gardé sûrement cette dynamique. Et cette année, on a un autre statut
dans la poule, on a clairement un autre statut aujourd'hui. Les équipes nous attendent un petit peu plus, je pense. Vous faites partie toutes les deux des anciennes entre guillemets du club, même quand on est très jeune joueuse d'expérience, on va dire, au sein de l'équipe. C'est un club que vous voyez aussi grandir, se structurer. Il y a un vrai projet. On voit cette salle qui se remplit, où il y a de plus en plus de monde. C'est pas toujours facile d'attirer de construire autour du sport co féminin en Alsace, comme ailleurs. Mais vous voyez ce club grandir et se structurer un petit peu à différents niveaux. Il y a un vrai projet club en fait auquel vous appartenez. Oui, bien sûr. Déjà, sinon je crois qu'on ne serait pas là. Que l'entraîneur ne serait pas là non plus. Voilà, il y a vraiment une volonté de se professionnaliser. Maintenant, on reste à Rhenheim, Trüchtersheim, donc petit à petit, l'oiseau fait son nid, mais je crois qu'il ne faut pas être trop pressé et pas mettre les charrues avant les bœufs. On va vous changer de temps en temps, vous troquez votre maillot de l'ATH pour l'équipe du Sénégal. Vous êtes notamment la vice-capitaine et vous avez participé à un tournoi qualificatif au JO fin septembre, là il y a quelques semaines. Alors, vous n'avez pas été qualifié, mais vous préparez pour les mondiaux qui ont lieu au Japon et qui débutent le 30 novembre prochain. Oui, effectivement, là je sors d'une trêve internationale fin septembre, dernière semaine de septembre, on était au Sénégal. On a joué un tournoi qualificatif olympique, donc on a eu la chance de l'organiser à Dakar. Donc là, c'était depuis que je suis en équipe nationale, c'était la première fois qu'on jouait à domicile. Donc c'est vraiment une super expérience. Malheureusement, on n'a pas eu notre ticket pour les Jeux olympiques, mais on a une deuxième chance en mars avec un deuxième tournoi qualificatif. Et oui, en effet, on prépare le mondial en fin novembre, du 30 au 15 décembre, effectivement, au Japon. Donc, pareil, encore super expérience qu'on va vivre. Et aussi parce que c'est la première participation du Sénégal dans un mondial. Qu'est-ce que ça fait personnellement de passer de la salle de Trüchtersheim au maillot du Sénégal, à des mondiaux au Japon, c'est pas la même dimension, quoi. Non, clairement, c'est pas la même dimension. Déjà, quand on passe du club à l'équipe nationale, ça n'a rien à voir. De jouer pour un club et de jouer pour un pays, ça n'a rien à voir. Et là, je joue pour le pays, mon pays d'origine de mes parents. Moi, je suis née en France, mais je suis binationale, donc j'ai la binationalité. Et c'est une fierté immense, en fait. Donc voilà. Et on suivra ça depuis l'Alsace. Rendez-vous fin novembre. On continue de parler handball avec vous dans un petit instant. On rappelle le prochain match à domicile le 2 novembre, Marine, au centre sportif du Korsberg à Trüchtersheim. Petite parenthèse sur les réseaux, c'est parti. Alors ce n'est pas tous les week-ends que l'on peut vous mettre en résumé de match uniquement des dunks. Eh bien ça se passait du côté de Souffelweiersheim, il y en a eu quelques-uns. C'était le deuxième match de championnat pour les promus de Pro B. Le premier à domicile, bien réussi puisqu'il le remporte 81-59 contre Saint-Chamond Basket Valley. Et puis alors vous voyez là ce super alley-oop, voilà, que dire de plus, les images parlent d'elles-mêmes. Rendez-vous pour le derby très bientôt. En athlétisme aussi, on a un petit côté, un petit déhanché bien senti. Oui, il s'agit de Mohamed Amin El Bouadjaji. Il participait ce week-end à une compétition en Espagne sur un 1500 mètres sur route. Alors on ne sait pas trop de quelle compétition il s'agit, mais bref, cet athlète ne manque jamais d'humour puisque vous voyez là en image, lors de la présentation des concurrents avant le départ, il nous a fait un petit déhanché, voilà, comme il sait bien le faire. Petit pas de danse, easy, célébration d'avant la course. Un duo qui performe toujours, Dan Haddad et Albano Olivetti en tennis. Oui, les deux tennisman ont remporté leur 12e titre en double au tournoi ITF de Rodez et on a peut-être trouvé le secret de leur succès. Regardez, c'est un échauffement bien préparé pour les deux Alsaciens qui se servent du mur pour s'entraîner sur les smash. Alors c'est un mix un petit peu entre le tennis, le paddle, on ne sait pas trop, mais apparemment ça marche. Et alors c'est pas tout, puisque Dan Haddad s'entraîne aussi à des petits jeux avec la raquette, un petit peu sur la dextérité. Regardez. Non. Alors faut le faire, mais bon apparemment c'est leur technique pour gagner. Ça marche bien, 12e victoire en double pour eux, ça va nettement moins bien pour Pierre Hugerbert, éliminé aujourd'hui à Vienne au premier tour du tournoi par l'Argentin Diego Schwartzmann, 6-4, 6-4, ça
automne et sortie d'été très difficile pour Pierre Hugerbert. Un mot très vite de basket avant de se quitter, Ludovic Pouillard. Le match donc vendredi contre Blois à domicile, Gris, 2000 habitants, avant-dernier budget de Pro B. Quand on dit que c'est le miracle permanent, c'est une réalité ou ça vous énerve parce que votre place elle est là et vous l'avez méritée? Ah non, c'est la réalité. Hein. Genre, c'est la dure réalité de notre championnat de Pro B. Il y a encore des gens qui nous demandent où c'est Gris en France hein, quand on se déplace. Mais ouais, là, on reçoit Blois. Blois fait partie des 3 ou 4 plus gros budgets de Pro B. Ils sont leaders, hein. Ils ont mis 100 points là, chacun de leurs 2 premiers matchs. Ouais, ils sont bien. Bon, là, ils ont gagné après les prolongations, donc ils ont pu enfler le score. Mais bon, voilà. Puis après, on ira à Vichy-Clermont, qui était quart de finaliste l'année dernière en Pro B. Donc, un beau programme. Non, mais moi, je suis content. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il ne faut surtout pas oublier qui on est. Et jouer avec ce qu'on sait faire. Donc, on va essayer d'attaquer encore une fois. Et de produire le basket qu'on a pu produire la saison dernière, en essayant pourquoi pas encore une fois de finir meilleure attaque de Pro B, ça serait pas mal. Et d'aller titiller la hiérarchie, et puis il y aura évidemment deux super derbies contre Souffel, l'autre club alsacien de la division Pro. Oui. Il y a quand même 3 clubs alsaciens au niveau Pro et classique évidemment au-dessus. On aura l'occasion évidemment de suivre ça toute la saison. Merci beaucoup Ludovic Pouillard, Awa Diop, Dalila Abdeslam, merci beaucoup. Merci à vous. De France du côté de Lutz ce week-end. Et puis championnat donc on a dit début novembre. Marine, merci beaucoup. Prochain match. La semaine prochaine, lundi à 19h. Lundi 19h, on se retrouvera d'ici là. Et puis, bien sûr, la suite, c'est Nicolas Riffel. Côté cuisine, bien sûr, avec Grain de Sel. Salut. Croustiller de plaisir devant Grain de Sel avec nos galettes de pommes de terre fraîches Traiteur Schneider. Salut Aline. Salut Nico. Tu vas bien? Et toi? Ben oui. Regarde, ce super soleil. Ah, là. il fait beau hein. Alors pourquoi tu m'as donné rendez-vous à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur? Je te laisse d'abord regarder ça. Ouais. Dis-moi ce que t'en penses. C'est vrai que ça claque. Ouais. C'est plutôt pas mal. C'est pas mal hein. Ouais, ça en jette en fait quand t'arrives tout de suite. C'est pas mal. Je t'en dis un peu plus? Allez, feu. Allez. Donc là tu retrouves un vestige d'il y a maintenant 12 siècles. Ok. Parce qu'en fait, il y a vraiment eu beaucoup d'histoires dans ce lieu magique, en fait, on peut l'appeler comme ça. Donc là, c'est l'ancienne tour du château qu'on a gardée. Tour du château? Ah oui, château. En fait, je vais te dire château, mais avant tout ça, c'était a priori un ancien prieuré bénédictin. D'accord. Ensuite, tu as 2 châteaux qui sont passés dans l'histoire. Avant tout ça? Avant tout ça, d'accord. Exactement. Et ensuite, en 1826, les actuels propriétaires des lieux, la confrérie des Marianistes, qui est une confrérie religieuse, a pris possession des lieux pour en faire un collège. C'est devenu du coup le collège du village. Ok. Et en 1990, on a fermé les portes et c'est devenu une maison de repos avant de subir une rénovation en 2009 pour enfin devenir l'hôtel qu'on connaît aujourd'hui en 2010. Ok. Wow. Voilà. Bon, le waouh, je pense, suffit. Donc là, cette terrasse, avec la vue sur la plaine d'Alsace, donc là, tu peux t'imaginer des mariages de mai à octobre et maintenant on fait même d'avril à décembre. Donc avec des cérémonies laïques, des apéritifs. Ouais. Et voici le fameux caveau. Ah ouais. Donc on va dire salle de jeu pour les grands, les petits. Ah, c'était top jusque là. On va passer sur quoi maintenant pour la suite? Tu veux du poisson? Là, je vais te préparer un cabillaud. Super. Sur fenouil, on va faire une choucroute de fenouil. J'adore le fenouil. Je kiffe le fenouil. Choucroute de fenouil. Choucroute de fenouil, sans chou. Ok. C'est juste du fenouil. Super. Vite tombé huile d'olive, oignon, avec des graines de fenouil. Et puis à côté, je te mets une purée de carottes. Très bien. Au cumin. Cumin orange, quoi. Voilà. Hop. On y va? Très bien. Allez, feu. On lance. Donc du coup, je peux choisir mon morceau. Très bien, vas-y. T'as le choix. Là, tu peux prendre dans le plus épais ou alors le plus dans le filet. J'allais dire, je vais prendre plutôt celui-ci. Celui-ci, il me plaisait bien là. Très bien. Très joli. Un peu de beurre, ouais. On va bien laisser mousser. Je pose le cabillaud côté peau dans la poêle et on va le laisser là. Je l'assaisonne un peu. Ok, et puis on va le mettre là sur le coin du feu. Ça va aller tout seul. À côté de ça, on va mettre le fenouil. Je vais mettre un peu d'huile d'olive et on va tailler le fenouil là. Ok, alors là les tiges on les retire. Moi j'épluche l'extérieur parce que l'extérieur est toujours un peu dur, plus dur quoi. Là-dessus je vais le tailler très fin à la mandoline. Pour avoir ce côté un peu aspect chou, c'est ça? Ouais, c'est ça en fait, ouais. On va pas aller plus épais que ça. Pareil, je fais un oignon à côté.
Je vais le tailler pareil, pas plus gros. Donc là, je remets juste un peu de beurre dans le cabillaud. Là, je vais faire revenir l'oignon en premier. On va le laisser suer jusqu'à ce qu'il soit translucide. Voilà, là, on peut rajouter le fenouil. Là, je vais y mettre un peu un jus de citron dedans pour la couleur. Je mélange et on rajoute aux oignons. Et on va sur le feu. Un peu de graines de fenouil. Et là, ça va aller très vite en fait. C'est une histoire de 3 minutes. Donc le fenouil va rester croquant quand même, quoi. Pas qu'il soit tombé complètement. Le temps de monter la purée de carottes un peu au beurre. Là, j'ai fait réduire le jus de cuisson des carottes, dans laquelle j'avais rajouté un peu du jus d'orange. Là, je rajoute un peu de poudre de cumin dans la carotte et je vais remettre une noix de beurre encore. Le côté diététique. Le côté diététique, ouais, qu'on apprécie tous. Voilà. Je vais monter le jus au beurre, là, carotte orange. Donc là, on peut passer au dressage. Une petite virgule. On met le jus réduit, là, le fenouil. On va poser le cabillaud, un peu de fleur de sel, un peu de chiso, juste un peu de piment d'Espelette autour. Ouais. Voilà. Et voilà, donc pour accompagner le cabillaud, je te propose un pinot blanc. Donc celui-ci, tu auras une légère acidité en début de bouche. Et ensuite, tu vas sentir vraiment les agrumes. Et donc avec la purée de carottes, ça va un petit peu apporter un petit contraste. Et je pense que ça va bien se marier. Merci beaucoup. Et surtout, Voilà. Cuisiner créatif avec Traiteur Schneider, spécialité alsacienne fraîche, à retrouver dans votre magasin habituel.